Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette première vidéo du chapitre 8. Ce chapitre est dédié à ce qui va toucher à la visualisation et à la mesure du logiciel. C'est une ouverture sur l'activité de conception pour nous permettre de regarder les conceptions qu'on a définies pour potentiellement identifier des défauts. Donc c'est vraiment sur cet axe-là qu'on va travailler dans ce chapitre, l'utilisation de quantificateurs, donc de métriques, et de méthodes de visualisation pour essayer de caractériser et de voir les bonnes propriétés puis les mauvaises propriétés de nos conceptions. Ce cours est très fortement basé sur ce tutoriel qui a été donné à ICSI il y a pas mal d'années, mais les bases n'ont pas beaucoup changé, par Tudor Girba, Michele Lanza et Radu Marinescu. C'est un excellent tutoriel, donc vous aurez vous avez le lien sur la page du cours pour si vous voulez aller plus loin. C'est beaucoup plus complet que ce que je vais présenter dans le cours. J'ai essayé juste d'extraire vraiment les principes de base de ce qui a été présenté dans ces travaux. Donc l'idée initiale de la quantification, ça part que des problèmes de conception, comme on en a déjà parlé dans le cours, ils vont forcément arriver. Un problème de conception, c'est inévitable parce qu'on essaye de prendre les solutions et les choix les moins pires au moment où on les prend, étant donné notre connaissance du système. Mais notre connaissance, elle est vouée à évoluer au fur et à mesure où eh bien, notre expertise dans la logique d'affaires, dans la technologie qu'on utilise, et puis même notre expérience et notre expertise en conception évolue avec le temps, elle s'enrichit. Donc on va faire des erreurs, ça c'est sûr. Ces erreurs, elles peuvent coûter vraiment cher. Donc ce qu'on chercherait à faire, ça serait dans un premier temps de dire, il faudrait qu'on arrive à les éviter. Mais la définition intrinsèque d'un truc inévitable, c'est qu'on ne peut pas les éviter. Ça va arriver. Il n'y a personne qui est capable de sortir une conception ultime du premier coup, c'est pas possible. Donc, ce qu'on met en place dans une discipline de génie logiciel, il y a plein de méthodologies, type des méthodologies agiles par exemple, qui vont mettre en place de la rétroaction et faire en sorte de tendre vers de l'amélioration continue du logiciel. Ça va être d'arriver à vivre avec ces erreurs pour faire en sorte de pouvoir améliorer la conception, de pouvoir améliorer le logiciel au fur et à mesure de son implémentation et de sa conception. Et c'est vraiment important parce que là, on est en train avec des techniques de conception, on est en train de faire ce qui s'appelle du forward engineering. Donc, on a une conception du produit en tête qui a été récupérée par un dossier d'analyse, par exemple. Ça peut être des user stories, ça peut être un cahier des charges fonctionnelles, ça peut être plein de choses. Et puis, par ingénierie avant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini un ensemble de modèles de conception, on a fait une implémentation, et puis on a testé ça, ça a fait un peu évoluer le modèle quand on est en train de développer. Et puis, ça, c'est assez facile. Là où ça va poser vraiment des problèmes, c'est quand, dans le cycle de développement, notre produit, notre code, il va plus ou moins dévier de ce qu'on avait prévu de faire automatiquement. Et c'est normal. Parce que tout simplement, ce qu'on avait prévu de faire, c'est le passé. Et le code va évoluer sans forcément que les modèles soient mis à jour, ou des choix de conception vont évoluer aussi. Et on peut se retrouver, si cette évolution de développement se fait sur des dizaines d'années, hein, rappelez-vous, les logiciels comme Firefox, ils existent depuis très longtemps. Il y a des logiciels bancaires qui existent depuis 40 ans et qui sont toujours en production dans certaines banques. On se retrouve avec du code qui est potentiellement difficilement maîtrisable parce que les développeurs qui l'ont écrit ont disparu, ils font plus partie de l'équipe, ils sont partis à la retraite, ils ont changé de compagnie, ce genre de choses, parce que la documentation a été perdue, parce qu'on a perdu le code source, il ne nous reste plus que le binaire à disposition du logiciel, ça arrive, ce genre de situation, et bien tout ça, il faut quand même être capable de comprendre le système pour potentiellement arriver à le faire évoluer du mieux qu'on peut. Et ça, c'est ce qu'on va appeler de la rétro-ingénierie, ou ingénierie inverse, par opposition à l'ingénierie avant qu'on a fait, qui est là, on va partir du code et on va s'intéresser à regarder dans le code ce qu'on peut en ressortir comme information intéressante pour les développeurs, les architectes et grosso modo toute l'équipe de développement, et pour sortir notre caractérisation du produit. Et la chose qui est importante, c'est que cette caractérisation du produit, elle va être forcément différente du produit initial. Pourquoi? Parce que le logiciel a évolué, donc ses fonctionnalités ont évolué par rapport à ce qui était présent au début, mais on peut aussi identifier des erreurs, des problèmes, plein de choses qui ont été faites au niveau du code, parce que c'est le code la vérité, parce que c'est ça qui s'exécute, et donc être capable d'avoir le plan de départ, le plan de match, et puis ce à quoi on est arrivé beaucoup plus tard pour potentiellement le comparer, c'est très important et aussi très intéressant. Ça, ça repose sur nos capacités à être capable d'observer le logiciel.
Pourquoi? Eh bien parce que si on veut contrôler le développement du logiciel, il faut qu'on soit capable de mesurer ce qui est en train de se passer. Parce que c'est un adage assez classique. Je ne peux pas contrôler, j'ai aucun moyen de contrôle sur quelque chose que je ne sais pas mesurer. Si j'ai pas d'indicateur précis sur le phénomène que je suis en train d'observer, par exemple une température, eh bien je ne peux pas dire si la température monte ou descend. Des fois, c'est normal que la température monte. Des fois, c'est normal que la température descende. Si on est en été, c'est normal que ça monte. Si on est en hiver, c'est normal que ça descende. Mais dans les deux cas, j'ai besoin d'un thermomètre pour être capable d'aller mesurer une grandeur. Donc vous voyez, j'ai un outil, le thermomètre, et puis j'ai une grandeur, la température, et j'ai un phénomène physique, en l'occurrence l'air ambiant, et puis je peux aller utiliser mon thermomètre sur l'air ambiant pour récupérer une valeur, et puis m'intéresser à des évolutions par exemple. Donc c'est très important de se dire que si on veut contrôler le développement de notre logiciel, il faut être capable de le mesurer. Pour le mesurer, ce qu'on va utiliser, c'est ce qui s'appelle une métrique. Alors, qu'est-ce qu'une métrique? Bien, globalement, si on peut avoir une définition mathématique de la chose, une métrique, c'est une fonction qui va, pour un élément, fabriquer un nombre. Parce qu'un élément, je ne sais pas ce que c'est. L'air ambiant, je ne sais pas trop le caractériser. Par contre, 34 degrés, ça je sais en faire quelque chose. 34 degrés, je sais que c'est plus chaud que 12 et moins chaud que 70 par exemple. Alors que de l'air, je ne sais pas forcément dire ça sur l'air. Donc, les éléments qu'on va caractériser, ça peut être un produit, donc ça peut être le logiciel, ça peut être un processus, la manière dont on a construit le logiciel. Si vous développez de manière agile, on peut s'intéresser par exemple à votre vélocité de livraison, donc le nombre de récits que vous êtes capable de livrer pour une itération par exemple, ou le temps moyen passé sur les récits. Et puis ça peut être aussi donc des choses qui travaillent sur une ressource pouvant être une ressource informatique, matérielle, physique, ou une ressource pouvant être une personne. Eh bien, ces fonctions, en gros, on va donner à manger à la fonction le phénomène qu'on veut observer, et puis ça va fabriquer une grandeur. D'accord? Donc notre métrique, cette fonction, c'est un petit peu notre thermomètre, notre outil pour en sortir la valeur. Ramené au logiciel, donc là, la notion de métrique et de métrologie est complètement indépendante du monde du logiciel. Il y a des instituts internationaux qui définissent ce que c'est qu'une grandeur et ce que c'est que de la mesure, et c'est extrêmement compliqué de définir ce que c'est qu'une mesure dans l'absolu. Nous, on va s'intéresser donc à la notion de métrique logicielle. Une métrique logicielle, c'est quoi? Eh bien, c'est des mesures qui vont pas être associées à n'importe quel produit ou ressource, mais bien qui vont être associées à des systèmes logiciels, leur processus de développement et les documents associés. Donc ça peut être de la documentation, ça peut être des modèles d'architecture, ça peut être des tests, ça peut être, comme je disais, des méthodes de développement qui permettent de mesurer la vitesse à laquelle on est capable de développer, ça peut être du retour de bugs, ça peut être du nombre de personnes qui travaillent sur un fichier. Il peut y avoir plein de choses qu'on va vouloir mesurer à travers des métriques. On va s'intéresser dans ce cours uniquement à des métriques orientées objets, mais en fait, il y en a vraiment plein d'autres, c'est beaucoup plus vaste que ça, il fallait bien faire des choix pour présenter les choses, et si ces informations-là, si la notion de métrique et puis la notion d'évolution et maintenance du logiciel vous intéressent, il y a d'autres cours au cycle supérieur qui traitent vraiment précisément de réalisation et maintenance de logiciels, et puis vous pouvez toujours venir discuter pour potentiellement faire un projet de recherche dans l'équipe là-dessus, ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille. Donc, si on regarde d'un point de vue orienté objet, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur une classe? Eh bien, une classe, c'est assez facile de mesurer son nombre de méthodes, son nombre d'attributs. Un fichier, puisque une classe c'est un fichier, eh bien, on peut aller mesurer son nombre de lignes de code. Je peux aussi mesurer le nombre d'instructions. Le nombre d'instructions, c'est uniquement les instructions qui ont du sens étant donné le langage de programmation. Donc ça va enlever les espaces, les lignes vides, puis ça va aussi enlever les commentaires, par exemple. Et on voit déjà que je peux faire des choses en regardant le nombre de lignes de code par rapport au nombre d'instructions. Ça peut me donner une idée d'à quel point le code est aéré ou pas. Ce qui peut être un indice de lisibilité par exemple. Puis je peux aussi regarder des choses reliées à la hiérarchie d'héritage, par exemple, comme étant donné une classe, combien, si je suis dans un langage qui compile en monde fermé, donc dont on connaît toutes les sous-classes au moment où on compile, eh bien, combien de classes enfants cette classe définit. On va prendre un exemple que vous connaissez, parce que c'est quelque chose que vous avez déjà manipulé dans vos cours précédents, typiquement de mathématiques pour l'informatique et ce genre de cours. On va regarder la complexité cyclomatique, ça s'appelle aussi le nombre de McCabe. L'idée d'une complexité cyclomatique, c'est de compter le nombre de chemins indépendants qui existent à travers une méthode ou une fonction. En quoi c'est très intéressant d'un point de vue développement? Ça peut nous donner une idée sur le nombre de cas de test à couvrir. Notre fonction, s'il existe 9 chemins pour la traverser, eh bien ça veut dire qu'à minima, il nous faut 9 cas de test différents pour être capable de couvrir 100% de ce que fait la méthode. Alors, c'est pas une bonne idée de chercher 100% de couverture de test, parce que c'est illusoire comme but, mais ça peut nous permettre d'identifier en tout cas, parmi les tests qu'on a écrits, les branches qui ne sont pas couvertes. Puis si elles sont
pas intéressantes ou négligeables, on peut s'en passer, et puis si elles sont vraiment critiques, là on peut mettre un effort de test à cet endroit-là. À part ça, la métrique de complexité cyclomatique, elle n'est pas très utile, mais elle a l'avantage de bien se présenter sur une diapo, et puis en plus, vous l'avez déjà un petit peu manipulée, c'est des choses dont vous avez un petit peu entendu parler. Donc, c'est pour ça que je présente celle-là en premier. Donc, l'idée de la complexité cyclomatique, c'est de dire il existe un ensemble de chemins dans le flow de contrôle, dans le flow d'exécution d'un programme, et on va tout simplement compter le nombre de chemins par lequel on peut passer. Donc, c'est une énumération du nombre de chemins qui existent à l'intérieur du code. On prend par exemple un programme, donc notre programme on l'a appelé P de manière très originale, et vous voyez, une métrique c'est bien une fonction appliquée à un produit. Ici le produit c'est mon programme, P, et la métrique c'est l'outil qui me permet de sortir le nombre, donc c'est cyclo, la fonction qui prend en entrée un programme et qui calcule un chiffre. Ça peut peut-être vous paraître bizarre, on a un programme, cyclo, qui va prendre en entrée un autre programme et qui va aller faire des choses dessus. Ça, c'est ce qu'on appelle de la métaprogrammation. Donc, c'est de la programmation qui travaille sur la programmation et c'est aussi une des pistes de travail en génie logiciel. Il y a plein de choses qui reposent sur de la métaprogrammation. Pareil, si ça vous intéresse, venez discuter. On fait pas mal de choses dans l'équipe à ce sujet-là. Donc, on prend notre programme P qui est représenté comme ça. Si une condition est vraie, alors tu fais F1, sinon tu fais F2, puis si une deuxième condition est vraie, alors tu fais F3, puis tu fais F4. Ça, on peut le représenter sous la forme d'un flow de contrôle, donc d'un flow d'exécution qui représente une instruction conditionnelle, un test. Si c'est vrai, on passe dans la branche de gauche, si c'est faux, on passe dans la branche de droite. Puis après, il y a une pointe de synchronisation là, qui est le deuxième test. Puis une fois qu'on a fait le deuxième test, à gauche, c'est vrai, on passe sur F3, à droite, c'est faux, on passe sur F4, et puis ensuite, le programme termine. Là, ce que je vous propose, c'est de mettre la vidéo en pause pour essayer de voir quelle est la valeur de la complexité cyclomatique de ce programme, donc combien il existe de chemins dans le graphe. Ben, il en existe 4. En fait, c'est la combinatoire des conditions. Donc on voit que c'est un nombre qui peut rapidement monter, hein, parce que plus vous avez de if, plus vous avez de boucles, plus vous allez composer des chemins possibles, et donc plus la complexité cyclomatique va devenir grande. La complexité cyclomatique, ça peut être une approximation très grossière de la complexité de votre fonction. On peut transformer ça, ce qui s'appelle la complexité cognitive aussi. Mais en gros, l'idée, c'est ça. Donc là, on a effectivement un premier chemin qui est je passe à gauche et à gauche, donc les deux conditions sont vraies. La première est vraie, la deuxième est fausse. La première est fausse, la deuxième est vraie, ou la première est fausse et la deuxième est fausse. Donc ça nous donne une complexité cyclomatique de 4. Et le truc est très intéressant, c'est que si on transforme notre programme en graphe, et bien en fait ça devient juste, enfin en arbre, ça devient juste en graphe, pardon, ça devient un parcours de graphe en fait, et puis juste un calcul de graphe. Donc c'est très facile en fait d'écrire du code qui analyse notre code. Et on verra dans les vidéos suivantes avec une démonstration de SonarCube que ça c'est complètement automatisé et il existe des outils qui vous calculent ça à l'échelle de tout votre logiciel. On peut regarder des choses un petit peu plus intéressantes. Par exemple, la complexité cyclomatique, elle n'est pas forcément super intéressante à l'échelle juste d'une fonction, puisque un objet va contenir plusieurs méthodes, donc va réagir à plusieurs messages. Et on pourrait vouloir regarder, eh bien, grosso modo, la complexité de l'objet en faisant une moyenne pondérée. Donc je vais prendre la complexité de chacune des méthodes, et puis je vais en fabriquer une complexité moyenne en fonction du nombre de méthodes qui est défini dans la classe. C'est ce qu'on appelle la WMC, Weighted Method Count, qui est la somme pondérée des méthodes d'une classe, et on utilise la complexité cyclomatique pour pondérer. C'est une métrique qui est configurable, on pourrait utiliser autre chose que cyclomatique, ça nous donne une vision très gros grain de la complexité de la classe, mais encore une fois, à part ça, ça ne nous donne pas beaucoup d'informations prises en isolation. On peut aussi regarder des choses qui sont plus reliées à l'objet, donc par exemple la profondeur de la hiérarchie d'héritage. Est-ce que mon point de variation, que j'avais identifié comme quelque chose de très très critique dans mon système, est-ce que c'est vraiment un point de variation, ou en fait est-ce qu'il n'y a personne qui étend cette chose-là? Et puis en plus de ça, est-ce que les éléments qui l'étendent sont eux-mêmes étendus, donc sont eux-mêmes des points de variation, ce qui veut dire qu'il y a une combinatoire assez forte sur les possibilités qu'on peut mettre à cet endroit-là, ou au contraire, est-ce que pas du tout? Donc ça nous permet de quantifier un petit peu la notion d'héritage et de donner une idée de la complexité de l'héritage. Tout à l'heure, on était sur la complexité fonctionnelle du code, donc à l'exécution, et puis là, avec la métrique DIT, on est vraiment sur quelque chose qui est plus une quantification de l'héritage. Après, comment l'interpréter? Bah, c'est un petit peu plus difficile,
Parce qu'autant la complexité, on a l'impression de manière assez naturelle que plus le chiffre est gros, plus ça va être compliqué, hein. C'était comme mes histoires de température du démarrage, plus il fait chaud, plus le nombre augmente. Maintenant, là, effectivement, plus la profondeur d'héritage est grande, plus ça augmente. Mais qu'est-ce que ça veut dire sur le logiciel? Est-ce que le fait d'avoir une sous-classe qui a une sous-classe qui a une sous-classe qui a une sous-classe, c'est bien ou c'est pas bien? Eh bien ça va demander un effort d'interprétation de la part des développeurs et de la part des architectes. On peut aussi s'intéresser au couplage. Pourquoi on peut s'intéresser au couplage? Bah, parce que, vous vous rappelez, on cherche à fabriquer des logiciels objets, des systèmes objets qui soient faiblement couplés, fortement cohésifs. Le couplage, on le représente par les relations qui existent entre les objets, et les relations qui existent entre les objets, ben pareil, c'est encore un coup de métaprogrammation. On peut tout à fait écrire un programme qui va lire un autre programme pour compter les relations qui existent entre les objets. L'avantage, c'est que ça va vous permettre de sortir un couplage qui est le vrai couplage qui existe dans le code, et pas un couplage que vous auriez déguisé entre guillemets dans vos modèles de conception pour faire genre c'est pas couplé, alors qu'en fait il y a beaucoup plus de couplage. Donc ça permet de compter, mais ça mesure pas bien, cette métrique, elle mesure vraiment pas bien l'intensité du couplage. Parce qu'on l'a vu dans les chapitres précédents, certains couplages sont graves, problématiques, et puis d'autres sont au final pas si graves et presque normales. Donc l'interprétation, pareil, relève de l'expertise du développeur. La notion de métrique, elle est vieille comme le monde, hein, ça a été identifié dans les années 70, il y a une classification qui a été sortie en 77 par un McCall, et en fait c'est relié à des critères de qualité, c'est vraiment ça. L'idée des métriques, c'est de travailler sur la qualité logicielle, et on cherche à travers nos modèles de conception, et à travers notre activité de conception, à faire en sorte d'avoir des modèles logiciels de qualité. Et ces qualités, on peut voir qu'elles sont définies en différents facteurs. Donc on peut parler de réutilisabilité, on peut parler de maintenabilité, de portabilité, de testabilité. C'est des choses dont on a un petit peu parlé dans les chapitres précédents. Enfin, on a beaucoup parlé de réutilisabilité, maintenabilité, testabilité. Portabilité un petit peu moins, mais c'est des choses qu'on pourrait explorer plus en détail si on avait plus de temps. Et puis ensuite, chacun de ces facteurs va reposer sur un ensemble de critères de qualité, comme de la complétude, de la structuration, de la conciseness, et ce genre de choses. Et puis, chacun de ces critères va lui-même pouvoir être mappé sur un ensemble de métriques, qui sont des métriques que, elles, on le sait calculer. Donc l'idée, c'est de pouvoir utiliser les métriques pour fabriquer une sorte d'estimateur de la qualité de notre logiciel. Le problème immédiat avec les métriques, et c'est un problème qui est intrinsèque à la définition des métriques, c'est comme on l'a vu, c'est une fonction, donc c'est un raisonnement bête, hein, c'est une procédure, c'est un algorithme, qui va simplement caractériser un symptôme. Donc vous, votre objectif, c'est à partir du symptôme de prendre vraiment une attitude de médecin diagnosticien et de dire, ok, j'ai devant moi tout ce diagnostic, donc tout cet ensemble de symptômes dans mon logiciel, comment je peux faire pour en tirer un traitement qui s'attaque non pas aux symptômes, mais bien à la cause racine. Je veux combattre la maladie et pas juste l'ensemble de symptômes apparents. Donc dans un premier temps, ça veut dire qu'il faut avoir l'expertise suffisante pour attaquer tous les symptômes, puis les regarder, et puis être capable de les mettre en relation pour ensuite fabriquer une analyse, un diagnostic précis en disant ok, le problème il vient de là, c'est ça qu'on va fixer, plutôt que de patcher un peu partout tous les symptômes pour cacher sous le tapis le problème qu'on n'est pas arrivé à identifier, ou qu'on sait qu'on a identifié, mais que ça coûterait trop cher à réparer, donc on va juste éteindre les incendies un peu partout. Donc les métriques, c'est vraiment important de garder en tête que ça ne fait que capturer un symptôme, ça vous dit pas il faut que tu corriges là, ça vous dit voilà tout ce qui ne va pas dans le code, maintenant c'est votre expertise en tant que développeur de faire en sorte que ces choses-là se transforment en solutions opérationnelles que vous pouvez implémenter au sein de l'équipe. Le deuxième problème avec l'utilisation de métriques, c'est que nous, en tant que développeurs, on ne raisonne pas sur la métrique WMC couplée à la métrique Cyclo et puis multipliée par la métrique DIT. Ok. Tout ce qu'on a vu dans le cours jusqu'à présent, c'est des principes qui sont complètement différents de ça. On a parlé de solid, on a parlé de grasp, on a parlé de dry, on a parlé de kiss, mais on n'a pas, je vous ai jamais introduit la notion de métrique à date. Et en fait, c'est ça qui est vraiment important, c'est qu'il va falloir faire via votre expertise un travail qui va permettre de mapper les métriques qui sont mesurées, et donc les symptômes de défaut de conception que vous pouvez trouver dans votre code et dans votre conception, pour en faire quelque chose qui soit vraiment une activité de réusinage potentiellement, ou de refabrication du code pour résoudre ça, en tenant compte des principes dont on parlait précédemment. Ceci conclut cette vidéo d'introduction à la quantification de logiciels. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, et puis à bientôt pour la suite.